Bonjour à tous, merci Antoine pour l'invitation. Alors à la base j'avais proposé à Antoine j'avais été peut-être un petit peu trop ambitieux, j'avais proposé une communication sur les liens entre le sport électronique, le sport, vu que ça a été un grand travail dans ma thèse, et puis de voir quelles étaient les raisons pour lesquelles les joueurs pratiquent le jeu vidéo en compétition. Et finalement, après discussion, il s'est avéré que ça serait peut-être plus intéressant de présenter seulement la deuxième partie et peut-être pendant la table ronde de revenir sur les liens entre le sport et le sport électronique. Et donc aujourd'hui, ce que je viens vous présenter, c'est issu de mon travail de thèse, c'est l'une des différentes parties que j'ai traitées, et c'est vraiment de la recherche axée principalement sur de la méthodologie quantitative. Donc je viens vous présenter un petit peu c'est des résultats que j'ai menés durant mes 3 ans de thèse, et notamment sur l'année 2015. Comme il me revient le privilège d'entamer l'après-midi, je pense qu'il est un tout petit peu nécessaire, avant de démarrer, de définir ce qu'est l'e-sport, parce que même si je pense que la plupart d'entre vous ici peut-être sont bien au courant, en regardent, le pratiquent peut-être, mais peut-être d'autres personnes ne sont pas forcément familières avec ce qu'est l'e-sport. Et de manière générale, moi ce que j'observe, c'est qu'il y a pas mal de confusion encore aujourd'hui sur ce qu'est l'e-sport. Et en gros, il y en a deux. La principale confusion que je vois, c'est que pour beaucoup de gens, l'e-sport, c'est des jeux qui miment des pratiques physiques sportives réelles. Donc c'est ce qu'on va plutôt appeler des jeux de simulation sportive, donc comme le hockey, le football, le basket, le football américain, et ainsi de suite. Donc là, on considère que l'e-sport, enfin pour les gens qui pensent que c'est ça, on considère que c'est un type de jeu. La deuxième confusion, c'est qu'on pense généralement dans l'imaginaire populaire que l'e-sport, ça serait des jeux vidéo dans lesquels on aurait une motricité qui serait plus importante. C'est notamment des jeux vidéo qui auraient pour support les consoles à détection de mouvement, comme la Wii, la Kinect et la Move. Donc ça, c'est ce qu'on va plutôt appeler des exergames, la contraction d'exercise et de games, et dans lesquels l'exercice physique et cognitif est allié aux jeux vidéo. Et là, donc pour ces gens-là, on considère plutôt que l'e-sport, ça serait lié à un support vidéoludique, à une plateforme. La réalité, elle est tout autre, c'est que l'e-sport, c'est pas lié à un type de jeu, c'est pas lié à un type de support, à une plateforme, mais c'est une modalité de pratique, c'est une façon de pratiquer le jeu vidéo. D'accord ? Et cette façon de pratiquer, elle peut se pratiquer soit sous forme de duel, en 1 contre 1, comme c'est le cas là-haut avec le Red Bull Comité pour les jeux de combat, par exemple, ou alors en équipe, là en l'occurrence 5 contre 5, pour le jeu League of Legends. Et donc moi la proposition que je vous fais, c'est de définir l'e-sport comme un affrontement codifié de joueurs par écran interposé lors de compétitions de jeux vidéo qui peuvent être soit online, soit offline. Et ces jeux vidéo-là, donc ils peuvent être sur différents types de jeux. De la même manière que dans le sport, on a différentes disciplines sportives comme l'athlétisme, la natation, le football et ainsi de suite. Eh bien, dans l'e-sport, on a plusieurs disciplines e-sportives qui, là, en l'occurrence, c'est moi qui les ai définies comme ça, mais c'est un essai de typologie. Donc les jeux de course, les jeux de versus fighting qui sont les jeux de combat, les jeux de cartes à collectionner, les jeux de tir à la première personne, les jeux de danse, les jeux, les MOBA, donc les jeux de stratégie en temps réel par équipe, les jeux de stratégie individuelle ici, ou les simulations sportives, et qui, comme dans le sport, chaque discipline sportive a ses différentes épreuves. En athlétisme, il y a les sauts, les lancers, les courses, et ainsi de suite. Et bien là, de la même manière, vous avez différents types de jeux pour chacune de ces disciplines e-sportives. Ça ne se veut pas du tout exhaustif, hein, bien évidemment. Là, c'est les jeux, on va dire, soit les jeux historiques, soit les jeux les plus pratiqués en ce moment. Voilà, ça c'était en guise d'introduction. Pourquoi je viens vous parler de pour quelles raisons les joueurs pratiquent l'e-sport en fait. C'est, de manière générale, c'est difficile de savoir le nombre de joueurs qui font de l'e-sport, qui pratiquent le jeu vidéo de manière compétitive. On a beaucoup plus de données sur le nombre de personnes qui regardent l'e-sport, sur le nombre de viewers, sur le nombre de spectateurs, mais on a peu de données sur le nombre de joueurs. Donc moi j'ai essayé de déterminer un petit peu, de trouver des indicateurs. L'un des premiers indicateurs que je vous propose, c'est en allant sur le site eSport Earnings, qui essaie de référencer tous les joueurs qui remportent des gains chaque année lors de compétitions de jeux vidéo. C'est depuis 1998, comme on peut le voir, le nombre de joueurs compétitifs par année qui ont remporté des gains financiers n'a fait qu'augmenter. Mais on pourrait très bien se dire que s'il y a de plus en plus de joueurs qui gagnent des gains, c'est parce qu'il y a peut-être de plus en plus de tournois, donc c'est pas très significatif, ou c'est peut-être parce qu'il y a de plus en plus de gains. Donc là encore, c'est très difficile d'avoir un avis là-dessus. Mais en tout cas, ça donne une tendance.
Autre indicateur qu'on peut prendre, c'est le cas par exemple d'une LAN qui est historique en France, qui est la Gamers Assembly qui se tient chaque année à Poitiers, où là, en allant sur leur site de Futuroland, qui est l'organisateur de l'événement, c'est de récupérer le nombre de joueurs compétitifs qui ont participé à l'événement. Donc là encore, on voit que de 2000 à 2017, il y a eu une augmentation, avec une petite stagnation entre les années 2007 et 2013, et puis là, les derniers chiffres. Donc là, ce sont des estimations, bien évidemment, c'est pour ça que ce n'est pas tout à fait précis. Mais ce qu'on peut remarquer, de manière générale, c'est qu'il y a une hausse du nombre de joueurs, et que donc il est intéressant de se dire, s'il y a de plus en plus de joueurs, pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de joueurs? Donc quand je me suis penché sur la littérature scientifique, et que j'ai voulu m'intéresser à savoir qui avait déjà travaillé sur le sujet, et qui s'était déjà questionné là-dessus, et la première constatation, c'est que, à ma connaissance, il n'y a aucun article scientifique, aucun travail de recherche qui a été effectué sur cette population-là. On a effectivement, comme par exemple cet article de Wilburn, Ellenberg et Akimoto, qui a traité des raisons pour lesquelles les joueurs jouent aux jeux vidéo, de manière générale, pas aux jeux vidéo en compétition, mais les jeux vidéo. On a sinon le champ de la psychologie, qui est très lié aux jeux vidéo. Historiquement, le champ de la psychologie est le premier à s'être intéressé aux jeux vidéo. Et donc, avec ce concept vraiment de psychologie qui est le concept de motivation, où là, c'est l'article de Olson qui parle des motivations des jeunes enfants à jouer aux jeux vidéo. Donc, on n'est toujours pas sur le jeu vidéo compétitif. Si on s'intéresse après au cas du sport, il y a cet article de Kim et Ross sur les motivations, encore une fois, dans le champ de la psychologie, sur pourquoi est-ce que les joueurs jouent aux jeux vidéo qui simulent le sport, donc aux simulations sportives. On n'est toujours pas sur l'e-sport, comme je vous disais. Ou alors, on a cet article de Lee et Schoenstedt qui est sur la comparaison entre les motifs de consommation, donc vraiment là plus sur un aspect marketing, une comparaison entre les motifs de consommation de l'e-sport et des sports traditionnels. Mais donc, il s'avère que dans la littérature scientifique, il n'existe pas, pour l'instant, d'études sur les raisons de pratiquer le jeu vidéo en compétition, à savoir l'e-sport. Mais de ces différents articles, il y a quand même, on va dire, des pistes de réflexion qui sont amenées. Et de manière, on va dire, très caricaturale, très schématique, il y a quatre grandes raisons pour lesquelles, en tout cas, les joueurs pratiquent le jeu vidéo de manière générale. La première raison, c'est des motifs sociaux. C'est-à-dire que c'est l'occasion de rencontrer d'autres personnes, d'échanger, de parler du jeu, de partager du temps avec d'autres gens, de collaborer, d'apprendre et de se mettre dans des situations d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on va se transmettre entre nous différentes informations. Donc on va être à la fois dans une position d'apprenant et dans une position d'enseignant. Ça va pouvoir développer des compétences de leadership. Et puis on va pouvoir affronter d'autres générations. On va pouvoir jouer contre ses grands-parents, on peut jouer au sein de la famille, et ainsi de suite. Le deuxième motif, c'est les motifs plutôt émotionnels. Là, les jeux vidéo, il y a pas mal d'études qui montrent que ça peut permettre de réguler, de soulager, d'évacuer certaines tensions, notamment les jeux de tir à la première personne. Il y a des études qui ont montré que les jeux classés M aux États-Unis, donc pour mature, donc pour les personnes adultes, quand ils sont pratiqués par des jeunes enfants, c'est souvent justement pour évacuer la pression, mais ça va aussi pouvoir avoir des effets bénéfiques pour exalter des sensations, pour avoir des pensées positives, pour par exemple dans les jeux contemplatifs avoir une expérience qui va être de bien-être et d'expérimenter des sensations qu'on ne pourrait peut-être pas expérimenter dans la réalité. Et le troisième motif, c'est les motifs d'accomplissement. De la même manière, le jeu vidéo, et notamment on va le voir, le jeu vidéo compétitif, permet d'améliorer, d'avoir des bénéfices sur la maîtrise et l'expertise de certaines compétences, qu'elles soient physiques, qu'elles soient cognitives, qu'elles soient sociales, que ça soit du réflexe, vraiment de l'aspect physique, à la réflexion, selon les types de jeux. Ça va par exemple permettre d'augmenter, d'avoir des bénéfices au niveau des compétences d'anticipation, de planification. Les jeux sandbox, donc, ouverts, peuvent clairement améliorer la créativité, en tout cas stimuler la créativité des joueurs et ainsi de suite. Et enfin, les derniers motifs, c'est plutôt les motifs sensoriels. Donc là, si je reprends le cas des Exergames, ça va permettre de bouger, les jeux contemplatifs de contempler, de ressentir, les bandes sonores vont permettre d'écouter
différents sons qui peuvent être plutôt calmes ou plutôt excitants. On a parlé ce matin du flow, mais là avec l'immersion, de la perception, expérimenter encore différentes expériences de jeu. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis intéressé donc à cette population de joueurs compétitifs et je me suis permis d'utiliser les méthodologies que nous on utilise d'habitude dans le cadre du sport. Et je les ai appliquées au cadre du sport. Et j'ai fait une méthodologie croisée, à savoir du quanti et du quali. Et au niveau quantitatif, j'ai passé des questionnaires. Et dans la diapo d'après, je vous expliquerai comment était ce questionnaire. Mais en gros, j'ai récolté le témoignage de 207 enquêtés, 207 répondants, 196 hommes et 11 femmes. On pourra aussi discuter de cet écart de population entre les hommes et les femmes, lors de 3 rassemblements, c'était donc en 2015, à la Gamers Assembly, dont je vous ai déjà parlé, à la DreamHack, qui était la première édition de la DreamHack à Tours en 2015, et au Stunfest de 2015. Et pour donner du sens à ces données statistiques, j'ai également effectué des entretiens semi-directifs qui ont été faits parallèlement et qui n'étaient pas forcément faits pour aller avec le questionnaire, qui étaient liés aussi à d'autres thématiques qui m'intéressaient, comme l'identité sociale, l'identité e-sportive, le rapport au corps, les rapports sociaux, mais qui se sont avérés être en fait comment dire, et ça a mis du sens à ces données quantitatives. Et donc c'est auprès de 5 joueurs professionnels, là, principalement, que j'ai récupéré ces données, qu'ils soient semi-pro ou amateurs. Au niveau du questionnaire, j'ai utilisé une méthodologie qu'on appelle la comparaison par pair. Le principe en fait de la comparaison par pair, c'est plutôt que de demander aux enquêtés de classer différentes raisons selon un ordre qui va être imposé. En gros, là je vais vous montrer, moi j'ai choisi 6 raisons. Au lieu de leur dire classez ces 6 raisons de votre ordre de préférence, de 1 à 6, qui fait qu'il peut y avoir un biais méthodologique dans le sens où les répondants peuvent très bien décider de classer leurs réponses en fonction des attentes liées et se conformer aux attentes et des normes et des valeurs du groupe d'accueil ou de la société d'accueil. J'ai utilisé la comparaison par pair en fait qui permet de comparer 2 à 2 de façon binaire les différentes raisons. Les raisons que j'ai choisies, je vais vous expliquer un petit peu plus et vous allez voir, les raisons que j'ai choisies, elles sont liées à la fois à la littérature existante, c'est-à-dire que parmi les différents articles que je vous ai présentés, notamment l'article de Lee et Schoenstedt sur les comparaisons entre les motifs de consommation entre sport traditionnel et e-sport, où eux, ils ont mis à jour 14 raisons potentielles de consommation. Moi, j'en ai choisi 6 parmi ces 14 raisons, en fonction aussi des entretiens exploratoires que j'avais fait avant et de ce qu'avaient pu me dire les joueurs. Et ces 6 raisons, je vous les présente, c'est d'abord les sensations que va leur procurer le jeu lorsqu'ils jouent, et que ça peut être aussi les sensations procurées par le jeu, mais par l'aspect compétitif. Le fait de partager du temps avec d'autres joueurs, de passer du temps avec d'autres joueurs. Le fait de se mesurer à un autre joueur, afin de lui montrer qu'on est meilleur. Le fait de développer des compétences, qu'elles soient physiques ou cognitives. Le fait d'obtenir une reconnaissance pour son expertise dans le jeu. Et le dernier, c'était le fait d'apprécier les graphismes, le photoréalisme des graphismes notamment, dans la pratique du jeu. Et comme vous pouvez le voir, il y avait donc un motif émotionnel, 2 motifs sociaux, 2 motifs d'accomplissement et un motif sensoriel. Et donc comment ça s'est passé concrètement? Moi je me positionnais dans les zones tournois à chaque fois, donc j'avais une accréditation pour me mettre vraiment dans les zones tournois. Et entre 2 matchs, entre des phases qualificatives ou les phases finales, j'interpellais les joueurs dans des moments où ça pouvait ne pas trop les déranger et je leur faisais passer le questionnaire à l'oral. Et donc la question que je leur posais c'était veuillez entourer, donc comme je vous disais ces 6 raisons, je les ai opposées à chaque fois en fait 2 à 2 et donc à chaque fois je demandais aux joueurs d'entourer parmi les 2 raisons, parmi chaque diade, c'est la raison parmi les 2 qui lui semblait la plus importante pour lui lorsqu'il pratique le jeu vidéo en compétition. Des fois c'était très simple parce que, par exemple, pour lui peut-être partager c'est bien plus important que compétence, donc c'est très facile de choisir. Mais parfois c'était plus compliqué parce que soit les 2 lui semblaient tout à fait inintéressants pour lui, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que ni les compétences ni partager étaient susceptibles de l'intéresser, ou au contraire les 2 étaient très importants pour lui et donc dans tous les cas il fallait qu'il fasse un choix. Donc à la fin je me retrouvais avec des grilles comme ça, remplies avec plein de petits ronds partout. Donc ma population, comme je vous disais, est composée de 207 enquêtés, 196 hommes, 11 femmes, juste pour avoir un petit peu, que vous voyez un petit peu à quoi ressemblait cette population. Elle était composée à 75% d'individus âgés de 21 à 35 ans,
mais quand même 19% de 10 à 20 ans, parce qu'il y a aussi des mineurs sur ces rassemblements, qui avaient en moyenne 8 années de pratique de jeux vidéo compétitifs. Là je parle bien de, ça veut dire qu'ils faisaient des compétitions de jeux vidéo en moyenne depuis à peu près 8 ans, qui avaient passé au cours des 7 derniers jours, il y avait 65% qui avaient pratiqué plus de 10 heures au cours des 7 derniers jours, et sur la dernière année, sur les 12 derniers mois, il y en avait 90% qui avaient effectué au moins une compétition et 40% qui en avaient effectué plus de 5. Tout ça pour vous dire qu'en fait, c'est la population que j'ai interrogée, c'est vraiment une population qui est concernée par la question que je leur posais. C'est-à-dire c'est vraiment une population qui pratique le jeu vidéo en compétition, qui pratique beaucoup le jeu vidéo en compétition, qui pratique beaucoup de compétition. Donc quels sont les résultats? Je vais vous montrer tout d'abord les résultats globaux collectifs, et ensuite, je m'intéresserai raison par raison à ce que l'on peut en tirer. Donc qu'est-ce que ça donne? En fait, j'ai construit une matrice à la fin où j'ai accumulé toutes les réponses individuelles de tous les enquêtés. Et dans cette matrice, donc le C c'est pour compétence, P pour partager, G pour graphisme, S pour se mesurer, R pour reconnaissance et S pour sensation. Et à chaque fois, par exemple si je prends le cas de partager, à chaque fois que la totalité des réponses, l'agrégation de la totalité des réponses individuelles était supérieure à 50%, on considère qu'elle a la majorité. D'accord? Et donc ensuite, on calcule le nombre de majorités. Et donc ça nous permet d'avoir ce qu'on appelle un vector score, et qui nous permet de voir de quelle manière la totalité des 207 répondants ont classé de manière homogène, en l'occurrence le résultat est homogène, il est cohérent, les différentes raisons pour lesquelles ils se pratiquent le jeu vidéo. Et donc ça nous donne ce classement ordonné, qui est en premier lieu avec un total de 5 majorités, le fait de se mesurer, en deuxième avec un total de 4 majorités, le fait de partager du temps avec d'autres gens, en troisième avec 3 majorités, le fait de les sensations de procure, le fait de pratiquer en compétition, avec 2 majorités, on a les compétences, avec une majorité, la reconnaissance par les pairs, et avec 0 majorité, le graphisme. Ça, c'est pour les résultats de manière globale. Si maintenant on s'intéresse vraiment, si on rentre un peu plus dans le détail, il y a des choses quand même qui sont assez intéressantes à faire émerger de ça. Première chose, si on s'intéresse aux deux premières raisons qui, en tout cas, expliquent le mieux pour la raison pour lesquelles les joueurs s'engagent dans la pratique du jeu vidéo en compétition et de l'e-sport. C'est donc 2 raisons qui sont des motifs sociaux. D'accord? C'est-à-dire le fait de se mesurer et de partager, c'est des raisons sociales qui encouragent la rencontre à l'autre, qu'elle soit sous forme de la confrontation pour se mesurer ou sous la forme d'échange pour le fait de partager. Et dans tous les cas, c'est des motifs sociaux. Mais ce qui est assez intéressant à souligner, c'est qu'on remarque que se mesurer l'a emporté sur partager à 51%. 105 répondants ont privilégié se mesurer à partager, d'accord? Et 102 ont privilégié partager à se mesurer. Ce qui fait qu'il y aurait eu seulement 2 répondants qui auraient changé leur réponse, c'est-à-dire 2 répondants qui auraient dit bah, finalement moi je préfère pas se mesurer à partager mais je préfère partager à se mesurer, et ça aurait été l'inverse, ça aurait été partager qui aurait été avant se mesurer. Qu'est-ce que ça signifie? En fait ça prouve qu'il y a un lien très fort entre le fait de se mesurer et de partager dans le jeu vidéo en compétition. C'est-à-dire que pour le dire plus simplement, dans le jeu vidéo en compétition, pour pouvoir se mesurer, il faut passer du temps avec d'autres joueurs. On est obligé d'affronter d'autres gens. Et en fait on ne peut pas affronter la machine pour être bon dans l'e-sport. Il faut affronter d'autres joueurs. Parce que la machine, en fait, elle a des réflexes de machine. Et la réalité, c'est quand on va en tournoi, on affronte d'autres joueurs qui ont des réflexes d'humains. Et donc, on aura beau affronter 40 fois la machine, elle fera toujours la même chose. Tandis qu'un humain, il va changer sa façon de jouer au fur et à mesure que le jeu évolue. Il va changer son mind game, son game plan. Et donc, c'est ce que nous dit par exemple le joueur Mikavi. Il dit, finalement, lui, il fait très bien le lien entre partager et se mesurer. Il dit c'est assez fun finalement de rencontrer et de découvrir des gens de cette manière. Donc là, il parle des compétitions. Parce qu'on passe souvent de très bons moments durant lesquels on délire, on parle. Et donc même quand on ne fait pas que jouer, on s'entend bien et c'est ça qui est intéressant. Donc même dans les verbatims des joueurs, il y a vraiment ce lien très fort entre le fait de passer du temps pendant les compétitions. D'accord? Donc le fait de se mesurer et de partager sont extrêmement liés. Ça, c'était pour nos 2 premiers items. Si on s'intéresse aux 2 items suivants, à savoir les sensations et les compétences. Si on s'intéresse aux sensations, même chose, si on regarde un peu plus précisément, on remarque que les sensations n'ont pas été préférées au fait de se mesurer, vous voyez, sensations et se mesurer, à 49%. C'est-à-dire que là aussi, s'il y avait seulement eu 2 répondants qui n'avaient pas choisi
se mesurer par rapport à sensation, la sensation serait passée devant se mesurer. Donc là aussi, c'est qu'il y a sûrement un lien très fort entre le fait d'éprouver des sensations et de se mesurer. Et là, on le retrouve également dans le sport. En fait, c'est que... Ouais, je vais aller vite, on avance. C'est que, là encore, tout comme dans le sport, le fait de se mesurer à quelqu'un d'autre procure des sensations. D'accord ? La confrontation à l'autre entraîne des émotions qui peuvent être soit positives, comme par exemple le plaisir de remporter une partie, qui peuvent être négatives, comme le mécontentement de l'avoir perdu, ou qui peuvent être tout à fait neutres, comme le trac qu'on peut ressentir avant le match. Donc là encore, on voit que le fait que les sensations et se mesurer soient aussi proches, c'est parce qu'il y a un lien intrinsèque assez fort. Et au niveau des compétences, la même chose, on voit que les compétences et se mesurer sont très très proches, 47%. Et donc là, c'est ce que nous dit White Black très très bien, c'est qu'en fait, pour progresser, c'est-à-dire pour développer des compétences, on est obligé de se mesurer à quelqu'un d'autre. La machine, elle n'est pas suffisante pour pouvoir progresser dans le cadre de l'e-sport. Donc lui, il le dit très bien, il dit on ne peut pas vraiment progresser tout seul. On est obligé de se confronter à quelqu'un d'autre pour progresser. Et dans l'idéal, c'est le fait d'échanger, de jouer plusieurs fois contre tel joueur, ça permet de progresser. Donc pour cette notion de progression, on est obligé de rentrer en contact et soi-même de se déplacer. Donc là encore, il y a un lien très fort entre le fait de développer des compétences, de partager et de se mesurer. Enfin, pour les deux derniers items, la reconnaissance et les graphismes, je ne vais pas m'attarder très longtemps sur la reconnaissance, mais déjà ce qu'on peut remarquer, c'est que ces deux items, ils sont fortement rejetés. C'est-à-dire que pour le cas de la reconnaissance, à part face au graphisme où elle l'emporte, au mieux, elle obtient 29%, c'est-à-dire que clairement, elle est fortement rejetée, ça ne les intéresse pas spécialement. Et pour le cas des graphismes, comme vous pouvez le voir, au mieux, elle obtient 28%, ou sinon, c'est 16%, 4%, 13% ou 5%, c'est-à-dire vraiment, les graphismes ne sont pas du tout intéressants. Donc pour le cas de la reconnaissance, je n'ai pas d'explication, mais on peut émettre des hypothèses. En plus, il faut savoir, c'est que parmi les personnes interrogées, c'est qu'il y avait des joueurs professionnels qui ont quand même une certaine reconnaissance au sein du milieu e-sportif, voire même à travers les médias spécialisés sur le jeu vidéo, l'e-sport, voire même à travers les médias plus traditionnels. Et donc, moi, je me pose des questions. S'ils ne recherchent pas la reconnaissance, finalement, comment ça se fait? Et donc, l'une des hypothèses qu'on peut émettre, c'est que le jeu vidéo, il a tellement été tout le temps dénigré que finalement, la communauté du jeu vidéo, et notamment de l'e-sport, elle se désintéresse clairement de ce que peut bien penser la société de manière générale de ce que font ces joueurs-là. Donc finalement, la reconnaissance, c'est pas très important. Mais ça n'expliquerait pas pourquoi est-ce qu'ils ne recherchent pas de la reconnaissance de leur père au sein de la communauté e-sportive. Donc ça reste en suspens et c'est sûrement une piste à explorer pour plus tard. Et au niveau des graphismes, comme on le voit, eh ben, c'est fortement rejeté. Et ça, je trouve ça assez intéressant, dans le sens où, en fait, c'est rassurant, et pour les éditeurs de jeux, notamment les développeurs, je pense que c'est rassurant parce que ça prouve bien, finalement, qu'il est possible de créer des jeux aujourd'hui, de nos jours, qui ne soient pas forcément photoréalistes, et qui puissent fonctionner au niveau e-sportif. Et en fait, les joueurs e-sportifs le disent très bien, ils disent, moi, la plupart du temps, quand je joue aux jeux vidéo en compétition, je baisse les graphismes au maximum, parce que pour éviter le lag, pour que la concordance entre les actions réelles sur le clavier, la souris ou sur la manette et ce qui se passe à l'écran soit la plus instantanée possible. Et donc ça explique, par exemple, que des jeux tels que Windjammers, qui a été édité en 1994, continuent à être joués de manière compétitive, notamment lors du Stunfest, où il y a toujours une grande émulation autour de la compétition Windjammers. Mais même pour les éditeurs qui créeraient des jeux aujourd'hui, tels que Nidhogg, qui est aujourd'hui de 2014, qui, à mon avis, est un jeu qui mériterait, en tout cas, qui a tout à fait sa place de manière compétitive, et qui est un jeu où finalement l'accent est bien plus mis sur le gameplay, finalement, que sur le photoréalisme des graphismes. En termes, pour conclure, j'arrive à la fin, c'est que donc, comme je vous l'ai dit, c'est que ce qui est très important pour les joueurs, ce qui ressort de cette enquête, c'est que c'est les motifs sociaux qui encouragent énormément les joueurs à adhérer et à s'engager dans la pratique compétitive. Et donc moi, ce que je propose, c'est d'appeler cette forme-là, c'est une forme de sociabilité e-sportive au même temps, de la même façon qu'il y a une sociabilité vidéoludique, qu'il y a une sociabilité associative et ainsi de suite. Et donc cette sociabilité e-sportive, la définition que j'y donne, c'est en m'inspirant de Simmel, qui est le premier à avoir travaillé sur la sociabilité, l'ensemble des interactions sociales réciproques qui sont liées aux jeux vidéo compétitifs et les formes que prennent ces interactions. Et les lieux de cette sociabilité, ils ont lieu dans deux endroits, à la fois online, et online soit in-game à travers l'univers virtuel, à travers la confrontation, donc dans un rapport social d'antagonisme,
ou alors hors du jeu, sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, sur les sites et les forums communautaires, mais elle a aussi lieu offline, lors des événements compétitifs, où là, les tournois et les championnats permettent à tous les joueurs de se rassembler. Et surtout, ce qui apparaît énormément, c'est que les communautés, après, elles se rassemblent en dehors des compétitions, lors de moments informels, de rassemblements physiques informels, que ça soit au Meldon, que ça soit pour aller au cinéma, que ça soit pour aller dans n'importe quel bar, et ainsi de suite. Je vous remercie. Merci Nicolas pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que tu sais si tu obtiendrais les mêmes résultats avec le sport et non l'e-sport? Alors, le fait est que les items que j'ai choisis, les raisons, tu vois par exemple l'item graphisme dans le sport, il n'est pas pertinent. Donc effectivement, là pour le coup, ça c'est le plan. Mais oui, on a dans le cas du sport, on sait très bien, il y a pas mal d'études qui ont été menées et qui montrent bien que, notamment au niveau du sport amateur, c'est-à-dire je parle vraiment pas de tout sport professionnel, il y a clairement les motifs sociaux, l'adhésion à des associations, de tout le système associatif, le tissu associatif français sportif est clairement lié, pour beaucoup, en tout cas ça dépend, enfin, c'est lié beaucoup aux motifs sociaux, et en plus ça dépend des normes et des valeurs qui sont partagées par chaque association. Tu vas avoir des associations qui vont être beaucoup plus sur l'aspect compétitif, l'aspect élitiste. Je vais prendre mon cas personnel, moi je suis joueur de basket. J'ai à la fois été joueur dans des associations du type Stade français, très élitiste, où là clairement la formation des jeunes elle passe par une épuration clairement des plus mauvais et ainsi de suite, où là on ne prend pas trop soin de faire attention aux liens d'amitié qui peuvent se créer, et d'autres petites associations de quartier qui ont plus une intention d'intégration sociale, de créer justement une vie du club autour des habitants de l'arrondissement ou du quartier, et là en l'occurrence où le partage et l'échange sont beaucoup plus prédominants. Mais on obtiendrait sûrement, enfin il y a pas mal d'études qui montrent que les motifs sociaux sont très importants dans le sport, et l'une des recherches que je suis en train de mener, c'est justement de faire passer des items, enfin de remodifier les items et de faire une comparaison entre sport et e-sport. Merci. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question, parce que le temps presse. On aura la table ronde, ne vous inquiétez pas pour. Rapidement. C'est une question rapide. Justement pour l'aspect graphisme, est-ce que tu as cherché à recenser, alors je sais que c'est pas le cas pour tous les jeux, mais de savoir le nom de tes participants, enfin de tes interrogés, qui utilisaient des promotes pour justement modifier les graphismes, les rendre flashy, enfin diminuer finalement la qualité graphique du jeu pour améliorer leur performance. Et la deuxième question, si je ne la traite pas, voilà, c'est est-ce que tu avais, dans un aspect historique, je ne sais pas si tu savais est-ce qu'il y avait eu des études déjà sur peut-être les salles d'arcade, de jeux d'arcade, est-ce qu'il y avait déjà ce climat, cet aspect compétitif, la sociale, voilà, ou pas du tout, c'est vraiment spécifique à la partie à Eh ben, les deux réponses vont être assez rapides. La première, je n'ai pas la réponse, c'est-à-dire je n'ai pas le nombre de joueurs, j'en ai aucune idée. Ce qui est intéressant, j'en profite très rapidement pour rebondir, c'est que là, moi j'ai aussi dans cette étude, là, je ne vous ai pas présenté les résultats genrés, hommes et femmes, mais c'est qu'il y a des vraies différences très marquées entre les hommes et les femmes, notamment sur l'aspect compétitif, de se mesurer, et l'aspect graphisme, où pour les femmes, l'aspect graphisme augmente, monte dans la hiérarchisation. Donc ça c'est un des éléments de réponse que je pourrais t'apporter, mais je ne sais pas aussi. Et pour la deuxième, je n'ai pas, en tout cas, rencontré dans la littérature de travaux qui ont été faits sur les salles d'arcade, mais je ne m'y suis pas intéressé, donc là je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas. Que je ne serais pas étonné qu'on puisse en trouver, mais je n'ai pas cherché.